Bonsoir Bastien Millot, Bonsoir, directeur de l'agence Big Malion et prof de communication politique à Sciences Po, ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, je précise. Arnaud Champremier-Trigano, directeur de l'agence Mediascope et ancien directeur de communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà qui est tracé, c'est un duel, une bataille de femmes à la mairie de Paris. D'abord, juste un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une évolution normale de la société politique française. Une sorte de... C'est la vie politique contemporaine à Paris. Elle s'exprime peut-être plus d'abord dans les municipalités qu'au niveau national. C'est déjà une bonne nouvelle parce qu'il y a toutes les chances que la plus grande ville de France soit dirigée par une femme. Donc c'est une évolution de la vie politique. Il faut quand même se souvenir qu'il y a encore 12 ans, à l'époque où on installait la parité obligatoire sur les listes des municipales, c'était considéré comme une révolution. Donc, a priori, déjà, en soi, ça va être un événement à Paris d'avoir, pour la première fois de l'histoire de la ville, une femme maire. Et puis, les trois personnalités... Oui, parce qu'on parle d'Anne Hidalgo à gauche, Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin. Il y a une quasi-certitude qu'elle sera la candidate. On ne sait même pas si elle aura un adversaire dans d'éventuelles primaires. Quand bien même elle l'aurait. Elle le gagnerait. Et puis, un duel de dames à l'UMP. Il y a aussi un homme qui se présente, Pierre-Yves Bournazel. Mais en tout cas, deux dames lancées dans la campagne. Nathalie Kosciusko-Morizet et Rachida Dati. Donc ça promet, avec ces personnalités assez médiatiques, assez emblématiques et qui ont un point commun toutes les trois, c'est qu'elles sont très ambitieuses, en tout cas sur le plan de la communication et du suspense politique, de bons moments. C'est pas nouveau, hein. On a oublié, mais il y a 5 ans, les élections présidentielles, on avait la gauche, on avait quasiment que des femmes candidates. Oui, Ségolène Royal, Arlette Laguillet, Marie-Georges Buffet et Cécile Duflot, je crois, à l'époque. Non, vous aviez rêvé. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. Donc les femmes, dans cette bataille de dames, il pourrait y avoir Cécile Duflot pour corriger les Verts, mais je crois pas. Mais je pense qu'elle n'y aura pas. Donc les femmes ont pris la place. Et évidemment, dans les grandes villes, ça pose plus aucun problème. Là où dans certaines zones rurales, peut-être encore, il y aurait des réticences. À Paris, il n'y a pas de réticence sur cette question-là. Et donc, fort probablement, on aura une femme maire de Paris. Alors, on va écouter Nathalie Kosciusko-Morizet qui a donc déclaré sa candidature à la primaire, mais donc à la mairie de Paris. Juste un petit mot, notamment, elle était tout à l'heure face à Olivier Truchot à BFM Story et elle évoquait le mandat de Bertrand Delanoë. J'ai le sentiment que sur ce deuxième mandat, il y a eu beaucoup d'essoufflement, peut-être pas assez d'imagination, un défaut d'innovation. Paris, je le disais, c'est une ville qui a ouvert la voie. C'est avec cette tradition-là que j'ai envie de renouer. Paris à l'avant-garde de tout ce qui fait la force d'une grande capitale. Alors, le style NKM, on va le décoder, le décrypter. Le regard d'Arnaud Champremier-Trigano. Oui, on n'a pas fini de le décoder ou le décrypter, je pense. Mais là, on est quand même dans une bataille qui est d'abord interne. Hein. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'ouvre réellement, en tout cas pour Rachida Dati et Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est cette bataille d'investiture au sein de la droite, avec une vraie difficulté pour NKM, c'est qu'à la différence d'Anne Hidalgo ou de Rachida Dati, elle n'a pas d'implantation. Or, à Paris, il n'y a pas un tête de liste qui surplombe tout le monde. Il y a la nécessité d'être tête de liste dans un arrondissement. Alors, où va-t-elle atterrir? Peut-être dans le 12e ou qui a déjà 12e ou 14e, qui sont les deux arrondissements de conquête, comme elle dit. Voilà. Difficile. Oui, c'est ça. C'est 12 arrondissements de concurrence. Oui, on dit 12e et 14e si elle les gagnait. Mais 12e, c'est difficile parce qu'on en est à la 5e implantation de droite, par achetage de droite. On a eu Klarsfeld, Lagarde, Cavana. Et puis, elle risque d'être face à... Il y a Alexis Corbière qui est candidat du Front de gauche. Donc, c'est aussi une bataille frontale entre deux, peut-être, têtes de liste politiques. Donc, la vraie difficulté pour elle, là, elle est dans la communication interne à sa famille politique, mais elle va rentrer dans le dur quand il faudra effectivement s'implanter sur le territoire parisien. Ce qu'on voit dans les premières images, là, dans ce que vous avez diffusé à l'instant, c'est que visiblement, elle a bossé son argumentaire pour justifier son arrivée, ses éléments de langage. Donc, il faut éviter que ce soit un peu trop mécanique. Il faut faire attention à ce que ça ne donne pas le sentiment d'une leçon bien apprise sur Paris. Et puis, le procès, justement, en parachutage, il va falloir que rapidement, elle montre qu'elle a un attachement à la ville. Qu'est-ce qu'elle va faire des mandats qu'elle a conservés? Elle a déjà annoncé qu'elle les quitterait. Elle a déjà annoncé qu'elle va les quitter avant le résultat de l'élection. Elle les quitterait. Donc ça, c'est déjà un point où elle montre qu'elle veut effectivement se battre et aller au bout. Et puis, il y aura cette phase de primaire où Rachida Dati, qui, elle, a envie d'occuper l'espace aussi, va dégainer un certain nombre d'arguments. Donc, le procès qu'on va lui faire en permanence en disant elle n'est pas la candidate parisienne, ce que disent d'ailleurs Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, ça va être la première phase de sa campagne, c'est-à-dire qu'elle va falloir qu'elle démontre cet enracinement parisien qui n'est pas écrit sur son CV politique
aujourd'hui. Oui, mais dans son profil politique, scientifique, polytechnicienne, famille de politique, bobo, qui s'abstient sur le mariage gay, qui est surnommée par Jacques Chirac l'emmerdeuse, mais c'était plutôt un compliment. Voilà. Non, mais voilà, c'est aussi ce profil. Il faut le prendre comme ça dans ces cas-là. C'est aussi ce profil qu'elle va vendre aux Parisiens. Oui, et puis vous l'avez bien rappelé, il y a eu le mariage gay. C'est-à-dire qu'elle a pris soin déjà sur une question qui était une question évidemment clivante, parce qu'on sait très bien que si l'électorat UMP est plutôt contre le mariage gay, l'électorat urbain parisien et UMP est très ouvert à cette question-là. Donc voilà, donc elle a fait en sorte aussi de polir son image. C'est pas la droite trop réac qui peut braquer l'électorat de droite traditionnel de la capitale. Donc elle est totalement formatée à l'électorat de droite parisien. Plus que François Fillon. Bien sûr, et si on avait eu un duel Hidalgo-Fillon, alors là, pour le coup, c'était très, très traditionnel. C'est-à-dire que Fillon était un peu l'archétype du candidat qui rassure dans les arrondissements bourgeois de Paris qui continuent à voter à droite. Il y a le 16e, le 7e, encore un morceau du 17e et le 15e, voilà. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui sont en bascule. Il va y avoir des beaux combats, notamment dans le 5e arrondissement, qui peut basculer de droite à gauche. Donc, Nathalie Kosciusko-Morizet, là où il ne faut pas la sous-estimer, c'est qu'elle a parfaitement compris l'enjeu d'image de l'élection. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être la candidate traditionnelle de la droite si c'est elle qui arrive victorieuse de la primaire. Et donc, tout ce qu'elle va faire va être de montrer l'émergence d'une nouvelle génération et de quelqu'un qui aurait compris, qui aurait tiré les leçons des échecs précédents à Paris. Mais je pense que, Ruth, pour terminer d'un mot sur ce sujet, que ses amis ne lui feront aucun cadeau et que la droite parisienne, qui a toujours sous le pied des tas de petites mesquineries entre amis, va aussi la bisuter assez sévèrement. Déjà, le fait qu'elle se déclare aussi rapidement, c'est pour couper l'herbe sur le pied à ses propres amis. Exactement. Qui avaient tenté d'organiser autre chose. Alors, l'autre actualité, c'était hier, l'industrie automobile va mal, on le sait, PSA un jour, Renault le lendemain, et puis l'annonce de Carlos Ghosn qui propose de réduire du tiers sa rémunération variable, de la reporter de 2013 à 2016, à condition que l'accord de compétitivité soit adopté et mis en action. Alors on va écouter les déclarations de Carlos Ghosn, c'était ce matin chez nos confrères d'RTL, et la réaction sur BFM TV de Christophe de Margerie. C'est un geste, c'est pas un coup de poker, c'est un geste d'apaisement, c'est un geste qui va permettre, je l'espère, de remettre tout le monde, de faire que l'adhésion est totale. C'est vrai que ça paraît déplacé et qu'effectivement les enjeux ne sont pas ceux-là, et quand on a un très gros salaire, aller dire je suis prêt à réduire si vous réduisez, je pense qu'il y a une petite erreur de casting. Il a peut-être fait une erreur de communication, mais qui n'en fait pas. C'est vrai que c'est pas approprié. Voilà, Carlos Ghosn qui était sur BFM Business, bien sûr. Alors, commentaire ? Très belle opération de communication de Carlos Ghosn, pour le coup, parce que c'est quand même quelqu'un qui se retrouve à la tête du Monde, du Parisien, qui fait les matinales, qui fait les chaînes info. Donc il y a vraiment une vraie offensive. On sent qu'il y a une vraie machine de communication de crise qui s'est mise en route. Vous l'avez trouvée belle ? Non, je trouve pas. Je trouve qu'elle est ratée, effectivement. Ouais. Je trouve qu'elle est ratée, mais c'est la stratégie qu'on appelle burning platform. Quand il faut faire un changement massif comme ça dans une entreprise, on annonce que tout brûle. C'est les fameux 5 milliards qui sont... Ça, c'est à PSA. Ça, c'est les 5 milliards, c'est PSA. Et c'est 1,5 milliard de bénéfices à Renault. Renault va beaucoup mieux. Voilà, donc on est sur mais l'ambiance... Et puis, il y a la nécessité de s'impliquer dans l'effort. Ouais. Et là, voilà. Mais les 400 000... Ce qui est terrible, c'est d'être dédié par ses pairs. C'est-à-dire de voir aujourd'hui le conseil d'administration de Carlos Ghosn qui avait préconisé qu'il abandonne complètement sa rémunération. En l'occurrence, c'est les 30% de la rémunération. De la variable. La variable. Donc, 400 000 il avait abandonné cette rémunération variable totalement. C'est ce que disait le conseil d'administration. Donc il est dédié par son conseil d'administration et puis par d'autres grands patrons qui connaissent sa rémunération globale. Christophe de Margerie, quand même. Pourquoi pour moi cette stratégie de communication est ratée ? Ça fait vraiment, quand on est le patron le mieux payé de France tous azimuts, de dire je vais me séparer d'une part variable de mon salaire, peut-être en 2016, si les gens font eux-mêmes un effort, etc.
il fallait mieux rien dire. Parce que ça, ou un coup d'épée dans l'eau, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les débats sur ces salaires très très élevés ne peuvent être compris que si vous avez un chef d'entreprise qui est churchillien, qui dit du sang, de la sueur, des larmes, moi-même je contribue, je fais un effort, tout le monde fait un effort. À ce propos, juste pour dire, Philippe Varin et le directoire de PSA a supprimé sa rémunération variable depuis 2011, étant donné les pertes de l'entreprise. Sans en faire 2 tonnes comme ça. Donc, non, mais c'est la difficulté. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de cette mesurette un argument de communication et s'en servir pour essayer de donner des leçons. Et d'ailleurs, j'ai été très frappé par la virulence de la réaction du président de Total. Il parle d'un de ses collègues patrons. Et c'est bien qu'il n'y a pas un modèle type de patron et qu'il faut sortir des caricatures, les patrons voyous qui exploitent, qui se gavent, etc. Mais pour ça, il faut aussi de temps en temps communiquer à bon escient et pas être dans l'hyper-communication sur un sujet aussi sensible que le salaire. La fragilité de Carlos Ghosn, c'est que depuis longtemps, il est critiqué par les autres grands patrons français pour être celui qui est de loin... Pour sa gourmandise salariale. Voilà, de 12 millions d'euros par an. Arnaud Montebourg a dit c'est pas suffisant, mais c'est un premier pas. C'est assez étonnant de voir qu'Arnaud Montebourg est plus tolérant que le patron de Total concernant les rémunérations de Carlos Ghosn. Peut dormir tranquille. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Restez